Merci. Donc, merci d'être aussi nombreux. Je suis très content de pouvoir donc vous présenter le début de mes recherches postdoctorales. Donc, évidemment, il y a encore des trous peut-être, des trous notamment historiques qui pourront être remplis par la discussion. Geneviève l'a dit, j'ai fait ma thèse sur le contemporain, donc avec Joseph Quesnel, qui est donc à la fin du 18e siècle, au début du 19e siècle. J'ai des connaissances qui sont, disons, peut-être encore à parfaire, mais je suis content de pouvoir vous présenter, disons, une œuvre qui est peu connue. J'imagine bien que vous êtes peu ici, donc, à connaître Joseph Quesnel. Et d'ailleurs, vous ne seriez pas les seuls, hein, parce que c'est là que je commence donc ma conférence, puisque le nom lui-même de Joseph Quesnel, dans notre toponymie, a quasiment aucune place. Il occupe quasiment aucune place. Donc, côté aqueux, on regarde, il y a la rivière Quesnel, le lac Quesnel, et une ville côtière en Colombie-Britannique, la ville de Quesnel. Mais ils sont en l'honneur du fils Quesnel, Jules Maurice de son prénom, qui accompagna Simon Fraser dans ses découvertes outre-rocheuses. Côté bitume, hein, on rencontre autour du faubourg Saint-Antoine à Montréal une avenue Quesnel et un carré Quesnel, qui est une descendance de l'avenue Quesnel, évidemment. Donc, tous deux référents à Frédéric Auguste, l'autre fils de Joseph Quesnel, qui est un vendu que dénoncèrent les patriotes, annonçant qu'il devint député dans toutes les chambres du pays. Mais aussi, donc, l'avenue Quesnel est liée au fils adoptif de Joseph Quesnel, qui est Charles-Joseph Quesnel, qui a été pendant 2 ans maire de Montréal. Autour de 1870. Mais donc, de Joseph Quesnel, il faut attendre longtemps avant qu'une rue banlieusarde, en croissant au surplus, ne soit nommée en son honneur, et même c'est à Québec, ce qui est un peu étrange puisqu'il n'a jamais donc vécu même près de Québec. Pour le reste, donc, aucune montée, aucune baie, aucun ruisseau ne daigne porter sa mémoire, quand bien même il fut un héros des ruisseaux, hein, mort après avoir secouru un enfant dans les eaux tumultueuses en 1809. Donc, cet oubli, incidemment, participe de sa réception et de son écriture. Si un poète français passant par le Bas-Canada chanta « Quesnel, le père des amours, semblable à son petit bonhomme, vit encore et vivra toujours », Quesnel, de son vivant, ne se faisait guère d'illusions, écrivant dans son épître à Généreux Labadie, qui était un collègue poète de l'époque, il avait ceci « Ainsi donc, de notre art méconnaissant le prix, nous sommes oubliés, nous autres beaux esprits, et nos noms, par l'effet d'un aveuglement triste, des emplois à donner ne sont point sur la liste, tandis que tant de gens sur leur simple renom obtiennent de l'État de bonnes pensions. Et ces gens, qui sont-ils? Les uns des militaires, en tout point dénués de talent littéraire, et qui, parce qu'au feu ils ont perdu le bras, s'imaginent que d'eux, on doit faire un grand corps. » Pascal Poirier, dans les Nouvelles Soirées canadiennes, en 1886, qualifiera Quesnel de premier de nos dramaturges par ordre de mérite, se justifiant ainsi, ce qui est un peu étrange, je le cite, « Je porte ce jugement avec d'autant plus d'empressement qu'ayant lu nos autres tragiques, je n'ai jamais pu me procurer ses œuvres à lui, dont la tradition dit suffisamment du bien et rien de plus. Hein? » Donc, et s'ensuit une description qui laisse effectivement penser que Poirier n'a pu avoir le bonheur de lire Quesnel, ne manquant pas plutôt de le charger quand même de grand mérite. Enfin, le poète Michel Bibeau écrivait dans la Bibliothèque canadienne en 1825 que Quesnel paraissait digne de, je cite, « passer à la postérité, du moins, pour ne point exagérer, à la postérité canadienne. » Donc, on peut dire que la gloire de Quesnel est toute de retenue. Donc, dans ce badinage historique se joue davantage, il me semble, que du circonstanciel. Nous avons là le thème des écritures de Joseph Quesnel. Arrivé au Québec en 1780, il a été capturé par les Anglais dans un navire marchand à destination des États-Unis en pleine Révolution. Il décide d'y faire fortune, transférant son négoce de Saint-Malo à Montréal. Or, Quesnel, à la différence de Français lettrés qui lui sont contemporains, comme Fleury Méplet ou Valentin Jotard, qui sont des fervents voltairiens, ou encore Pierre Ducalvet, qui a fréquenté David Hume. Donc, Quesnel, lui, n'a aucune vérité politique ou révolutionnaire. Il n'est qu'un bon bourgeois marchand, particulièrement policé, trouvant dans l'art et la littérature, nous dit la vie littéraire, les divertissements ordinaires de la bonne société. Alors que Méplet et Jotard tentent, dans leur gazette littéraire et leur éphémère Académie littéraire, de former un goût libre pour l'art et la littérature au Canada, un goût en concurrence avec le collège qui est mené par l'Église, de son côté, Quesnel, lui, va simplement fonder un théâtre de société qui jouera majoritairement des pièces de Molière.
Bon, il y a quelques curés qui vont quand même déchirer leur soutane en chair contre ces plaisirs honteux, hein, parce que Molière a perdu tardivement son souffle de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais malgré ça, Quesnel va jouir de la protection du gouvernement anglais dans ses démarches théâtrales. Sa compagnie va cesser ses activités après 2 ans seulement, moins en raison de la censure que de l'indifférence générale. C'est là le germe de toute l'œuvre que Quesnel va entreprendre autour de 1800, à savoir, donc, pour reprendre ses termes, encore une fois dans son épître, « Parcours tout l'univers, de l'Inde en Italie, tu verras que partout on fête le génie, mais ici, point du tout, l'ingrat canadien, au talent de l'esprit, n'accorde jamais rien. » Donc, je présente ce contexte historique, donc, afin d'éviter les évidences que nous tend l'histoire littéraire. On peut supposer que Quesnel, par ses goûts attachés à la bonne société, celle-ci mimant la cour et l'aristocratie, opposerait sa conception de la littérature à celle des Lumières. La littérature ne serait pas pour Quesnel le chemin vers un idéal éducatif et émancipateur, mais un plaisir raffiné pour les beaux esprits. Il est d'ailleurs manifeste que Quesnel entretient un tel discours, et sa hargne, même si elle est parfois ironique, mais sa hargne quand même envers la Révolution française n'en fait que souligner la cohérence. Pourtant, il me semble, et voilà ce que j'aimerais analyser dans sa pièce « L'Anglomanie ou un dîner à l'anglaise », que Quesnel ne fait que très peu résonner le contexte révolutionnaire dans son œuvre. Il pense plutôt une dialectique, on pourrait dire un nœud oxymorique ou même un conflit de code, entre une autorité ignorante et un savoir ignoré. C'est ce nœud que j'aimerais comprendre en adoptant une démarche quelque peu comparative. Dans un premier temps, je vais travailler à lire la pièce de Quesnel à la lumière du bourgeois gentilhomme de Molière, en postulant après la plupart des commentateurs de cette pièce que Quesnel n'a fait que suivre le ressort comique du bourgeois gentilhomme dans l'Anglomanie. Dans un deuxième temps, la comparaison se fera avec les Anciens Canadiens de Philippe Aubert des Gaspé, une œuvre dont je vous ai parlé il y a de cela 2 ans, donc ici même au Christ. Mais c'est à la faveur donc d'une scène que je vais faire le rapprochement, une scène que je n'avais pas traitée il y a 2 ans. J'essaie de ne pas être trop répétitif. Enfin, donc pour terminer ce parcours, je vais tenter de tirer toutes les conséquences de cette distribution du savoir. On entend ici vraiment le savoir lettré dans la société représentée par Quesnel. Ceux qui connaissent mes recherches doctorales vont voir ressurgir donc mes lubies. Je tente encore une fois de saisir quelle définition, quelle conception et quelle place on accorde à la littérature dans les œuvres de fiction. Donc, mon premier point. Ainsi, pour bien présenter l'Anglomanie ou un dîner à l'anglaise, il est utile de passer par Molière, qui en constitue une quasi-hypertextualité au sens de Genette, puisque l'Anglomanie se greffe sur le bourgeois gentilhomme d'une manière qui n'est pas un commentaire, en suivant donc la définition de Genette. Lucie Robert note en ce sens que, comme M. Jourdain, le héros du bourgeois gentilhomme, M. Primambourg, qui est le héros de l'Anglomanie, imite, maladroitement parfois, et il adopte sans comprendre ce qu'il croit être les marques de cette supériorité, espérant par là accéder aux privilèges et au pouvoir. L'accession au pouvoir par l'adoption d'attitudes, voilà ce qui effectivement unit Jourdain et Primambourg, tous deux classés au sein d'un même oxymore. Jourdain est présenté comme bourgeois et gentilhomme. Primambourg est, suivant son nom, le premier bourgeois de son village, mais portant le titre creux de seigneur de paroisse. L'oxymore, il est utile de le rappeler, place Jourdain hors du pouvoir moral, par définition donc aristocratique, quand bien même il possède le pouvoir économique. La situation est identique pour Primambourg. Il possède le pouvoir local du seigneur et du plus riche homme de sa paroisse, un pouvoir qui est reconnu par contre strictement par un ordre censitaire vieilli, mais d'aucune manière par un pouvoir moral, lequel pouvoir est concentré depuis l'acte constitutionnel au Canada, l'acte constitutionnel de 1791, entre les mains du gouverneur anglais de la province, qui est le véritable représentant impérial absolu. Donc, justement, le dîner à l'anglaise, que sous-titre l'Anglomanie, réfère à la préparation à une réception bien particulière. Primambourg apprend au début de la pièce qu'il aura l'immense honneur de recevoir le gouverneur anglais dès le lendemain, propulsant donc son ascension sociale. Mon âme en est ravie, au point, quel que soit l'embarras, que mon cœur de plaisir ne se possède pas. Qui m'eût dit autrefois, malgré mon opulence, que je dusse jamais traiter une excellence, je ne l'eus jamais cru. 3 éléments dans ce passage initial vont me servir à organiser mes observations. Je vais donner à ce passage une importance vraiment démesurée, j'en conviens, vous allez voir, mais il me semble qu'il se cristallise dans cet élément déclencheur, puisqu'on est vraiment dans la première scène, 2e page de la pièce, une pièce qui en compte une 50aine, donc se cristallise dans cet élément déclencheur bien des enjeux qui structurent tout le reste de la pièce. Ce sera aussi pour moi l'occasion de bien vous résumer la chose.
Ouais. Donc, le premier élément, qui est celui-ci, c'est l'embarras. D'abord, donc, l'embarras constitue le thème de la pièce, effectivement. Donc, Primambourg sera dans l'embarras de devoir adapter son mode de vie à cette réception. Et pour ce faire, conseillé par son gendre, le colonel, il tentera de modifier son mode de vie, de le changer pour atteindre la mode à l'anglaise. Le gendre colonel, toutefois, n'est pas seulement le conseiller de Primambourg. C'est grâce à lui, à ses relations, à sa bonne position dans la société anglaise, dans la société anglaise, parce que le colonel est aide de camp du gouverneur. C'est grâce donc à tout ça que le dîner va pouvoir avoir lieu. Voici ce que vous vaut un gendre tel que moi, va dire le colonel. Il faut même préciser à cette étape que l'embarras est double, structuré sur une mécompréhension, des quiproquos, des interférences dont sont riches les comédies. En fait, à la fois, le colonel déclenche l'action du récit par le dîner qu'il rend possible, à la fois par ses conseils qui visent à déprécier le mode de vie français au profit du mode de vie anglais, qui serait plus conforme à recevoir un gouverneur, je le rappelle. Le colonel constitue l'adjuvant antithétique de Primambourg, le jetant dans toutes les querelles qui forment la pièce. Donc, une querelle contre le poète François, contre la propre fille de Primambourg, et contre la mère aussi, bien nommée la douairière. Dans le personnage du colonel se concentre diégétiquement et polémiquement l'ensemble des conflits. À la fin de la pièce, toutefois, et c'est le grand quiproquo, le gouverneur se décommande du dîner, déçu d'avoir appris que la famille élargie de Primambourg, ses parents, ses beaux-parents, ses cousins, ses cousines, ne pourrait être avec eux lors de la réception. Or, c'est le colonel qui avait conseillé de faire disparaître ses parents gênants pour ne garder à table que le strict gratin du village. Donc, le phénomène habituel arrive là de l'arroseur arrosé. J'aimerais relever un deuxième élément qui motive le premier, qui motive l'embarras, c'est la rime riche entre opulence et excellence. Je crois qu'elle est riche, oui. Mon opulence, une excellence, pointe ainsi d'emblée l'inadéquation très moliérienne qui propulse le récit. Comme chez Molière, le pouvoir de l'argent, celui de l'opulence, ne signifie pas d'emblée le pouvoir de la morale, celui de l'excellence. Or, par surcroît de reconnaissance à l'excellence, Primambourg déconsidère de façon significative le pouvoir de son opulence. On va le voir, M. Jourdain également relativise la valeur de sa fortune, en n'hésitant pas à s'interpréter comme le valet d'un pouvoir symbolique diffus. Tout de même, donc, Jourdain entretient l'espoir d'acquérir tous les codes de la cour et d'ainsi y accéder. C'est au cœur du bourgeois gentilhomme. Alors que Primambourg, autrefois, n'aurait jamais cru l'excellence accessible. Aujourd'hui, alors que le dîner est imminent, il se doit bien d'y croire, et c'est pourquoi donc son gendre tire tout le mérite. Donc, son gendre doit dire ceci, vous n'aviez point le ton, les manières élégantes, de seigneur possédant 20 000 francs de rente. Vous n'étiez point connu des puissances des grands, jamais on ne voyait chez vous que vos parents. Tout alla beaucoup mieux dès qu'ils firent retraite, et je suis si content des progrès que vous faites, que j'espère de vous faire un homme de cour. J'en remercie le ciel, colonel, chaque jour. C'est dur en lisant ça de ne pas après ça vouloir rimer à chacune de nos phrases. Donc, l'équivalence entre opulence et excellence est un gain familial grâce au gendre. Voici ce que vous vaut un gendre tel que moi, lance le colonel. Je le répète, qui est une phrase qui me permet de développer davantage le lien entre l'anglomanie et le bourgeois gentilhomme. On sait qu'au cœur de l'intrigue de la comédie de Molière se trouve un bien plus précieux encore que la fortune de M. Jourdain, à savoir son honneur. Pour augmenter cet honneur, il se charge de culture qu'il adopte imparfaitement, qu'il s'agisse de connaissances musicales, littéraires, de vêtements ou autres. Mais cette apparence d'honneur ne peut être acquise complètement que par le mariage. Aussi, M. Jourdain refuse-t-il la main de sa fille à Cléonte, qui est un jeune homme d'ascendance bourgeoise, préférant attendre qu'un comte ou un marquis se présente. Le comte en question est représenté dans la pièce par Dorante, lequel agit avec Jourdain comme le parfait parasite. Dorante est le débiteur sans limite de Jourdain, mais cette dette financière est surpassée par la dette d'honneur de Jourdain à l'endroit de Dorante. En effet, tous les honneurs que le noble fait miroiter au bourgeois semblent effacer l'ardoise financière du noble envers le bourgeois. Pour résumer la situation, on peut dire qu'une situation matérielle entre en conflit avec une situation conventionnelle. Dorante est le dominant par convention. Cléonte, qui est son vis-à-vis bourgeois, est appelé à être un dominant par capacité financière et matérielle.
Je ne veux pas tirer donc trop de conséquences de la comparaison des deux comédies, mais il faut quand même remarquer que le prix Mambour de Quesnel se tient devant un seul homme, qui est le colonel, plutôt que devant deux prétendants. Et là, j'utilise les guillemets pour dire prétendant, parce que Dorante n'est pas vraiment un prétendant. Il joue le rôle du prétendant dans la pièce, mais jamais il prétend à la main de la fille de M. Jourdain. Dans l'Anglomanie, la question de l'honneur du mariage est d'emblée donc résolue, et alors la pièce doit se rabattre sur de nouveaux ressorts comiques. Ce que Dorante et Cléonte permettaient dans le bourgeois gentilhomme, c'était un contraste. Dorante, qui était trop élevé par sa classe sociale, mettait sans cesse Jourdain en dette, et Cléonte, de son côté, trop commun par sa classe sociale, trouvait en la main de la fille de Jourdain une sorte de faveur. Elle devenait le débiteur moral du bourgeois gentilhomme. Se joue là toute l'éthique du don, sur laquelle a écrit Marcel Mauss, l'idée selon laquelle, en dessous d'un système économique, le don constitue le mode d'échange privilégié où se transigent les biens moraux. Donner sa fille à Cléonte, un bourgeois prospère, ce n'est pas la donner, c'est l'investir sur une filiation de capital. Donner sa fille à Dorante ou à tout autre marquis désargenté, c'est le don absolu qui ne peut rapporter que des biens symboliques pour parler comme l'autre. Ainsi, M. Jourdain désire se donner à son gendre dans la logique morale du sacrifice qui élève. Mme Jourdain explicite cette position en exprimant son sentiment qui est à l'inverse de celui de M. Jourdain. Chez Quesnel, comme chez Molière, les femmes ont une longueur d'avance sur les hommes qui sont aveuglés par plein de conventions. Donc, Mme Jourdain note donc contre M. Jourdain, elle dit « Je veux, moi, un homme, en un mot, qui m'ait obligation de ma fille et à qui je puisse dire « Mettez-vous là, mon gendre, et dînez avec moi. » Donc, la femme de M. Jourdain, elle veut un homme, finalement, pour gendre, qui serait de sa classe, pas un homme qui soit au-dessus d'elle par sa classe. Un peu comme Dorante, le colonel que Primambourg a choisi pour gendre le met en dette. Il fait s'écouler de l'honneur sur la famille Primambourg. Le fait que le colonel soit seul, en tant que gendre héritier, présente également une résolution sur laquelle je vais revenir dans un instant. Pour le moment, je veux juste répéter que cette résolution fait rimer opulence et excellence, non sans produire donc une dette culturelle. Je reviens donc à mon extrait initial. Le troisième élément que je veux relever est une répétition maladroite que vous avez sans doute notée, maladroite mais entêtante, le jamais. Deux fois chez Primambourg et donc dans la réplique suivante, une fois chez le colonel. Le terme utilisé d'ailleurs, vous allez voir dans les autres extraits, je l'ai vu par la suite, mais le mot jamais revient vraiment de façon un peu entêtante. C'est quasiment un tic d'écriture. Donc, le terme utilisé dans deux sens, celui d'un jour, que je dû jamais traiter. Oui, donc dans ce sens-là, et dans le sens de sa négation absolue. Je ne l'eus jamais cru. Lorsque le colonel utilise le terme, c'est encore celui de son inversion. Jamais, quand il l'écrit, quand il le dit, jamais signifie toujours. Jamais on ne voyait chez vous que vos parents devient toujours on ne voyait chez vous que vos parents. Ce choix de termes répétitifs permet d'unir sous un même mot, donc jamais, qui a une valeur ici d'aorisme, tout ce qui fondait l'avant, qui se trouve alors connoté par une absolue négation. Cet avant se distingue forcément du maintenant, lequel est positif, même chargé d'une force d'addition. On dit plus tard dans la même réplique, c'est-à-dire le colonel dit chaque jour. Je remercie le ciel, colonel, chaque jour. Elle va dire Primambourg plus loin aussi. Donc par l'itération, nous atteignons une addition quasiment aussi absolue que la négation que suppose le jamais. Le point de bascule entre avant et maintenant dans l'histoire se situe lors du mariage du colonel et de la fille de Primambourg. Un mariage donc qui n'a pas lieu dans la diégèse, qui a disparu, qui a déjà eu lieu dès le début de la pièce. Culturellement, donc voilà ce qui m'intéresse. Ce point de bascule sépare le temps des Français. Jamais on ne voyait chez vous que vos parents, ou encore plus loin, Primambourg convient qu'avant rien n'était à l'anglaise et jusqu'à mes couverts, tout rappelait chez moi le temps des Dagobert. Donc, le temps des Français du temps des Anglais. Enfin, cela sépare le temps passif, les couverts n'avaient aucun usage, du temps actif, alors que les couverts se mettent au service du pouvoir. Cela s'explicite quand Primambourg avoue « Je changeai tous mes plats, je fondis ma vaisselle, échangeant l'or en cuivre et l'argent en laiton, ma maison fut en peu mise sur le bon ton. » Donc, des matériaux nobles, l'or et l'argent, aux matériaux communs, Primambourg acquiert la force active que connote le régime anglais.
Cette dernière distinction me permet de terminer ce volet de ma démonstration en explicitant comment par la seule entrée en matière, la pièce de Quesnel révèle une distribution du savoir et du pouvoir, pour parler avec des catégories qu'utilise le critique André Bello lorsqu'il analyse le personnage du romancier fictif dans le Québec moderne. Cette distribution est déterminante en ce qu'elle distingue qui sait et qui peut. Bello remarquait quant à lui que le personnage du romancier, ou disons le personnage de culture dans les romans québécois des années 40 à 60, se voyait toujours fracturé. Il parlait d'une cassure entre le savoir-dire et le devoir-dire, ou parfois le pouvoir-dire et le vouloir-dire, qui ne se trouvent jamais du même côté, réunis dans la même personne. C'était Bello qui parlait. Et il ajoute un peu plus loin, donc, une hypothèse célèbre qui se garde toutefois d'évaluer. La célébrité de l'hypothèse, d'ailleurs, est peut-être liée à ce fait qu'il n'a jamais tout à fait évalué, que ça reste une hypothèse. Le modèle duel dont je viens de faire état appelle des considérations de nature quasi anthropologique sur le statut de la culture, sur le conflit latent nature-culture au Québec et en Amérique du Nord. Cette idée est bien sémiotisée dans la première scène de l'Anglomanie. Pour Bello, le pouvoir est lié à l'action et celle-ci à la nature, alors que le savoir est lié à la passion, ce qui est passif, spectateur, et donc à la culture. La référence au Dagobert fonctionne un peu de cette manière, et elle se décode de deux façons. Elle pourrait résonner avec un contexte qui est plutôt contemporain, le bon roi Dagobert, chanson qui est née à la fin du XVIIIe siècle pour se moquer de Louis XVI. Mais le pluriel des Dagobert incline à entendre les deux autres Dagobert, dit les rois fainéants, qui est une épithète qui doit être lue dans son sens littéral, fainéants, ne font rien. Plusieurs parmi ces rois donc étaient des enfants. Ainsi donc, qu'importe à quel Dagobert on décide de lier la référence chez Quesnel, elle raconte à tous les coups la position d'un monarque que son intendant doit sans cesse rappeler à l'ordre, diriger et prendre en main. Cette situation est très exactement celle de Primambourg en regard du colonel, ou, dans une autre mesure, de Jourdain en regard de Dorante. L'autorité attendue est ridiculisée dans tous ses signes, l'action du pouvoir est déplacée du père au gendre, du seigneur au militaire, ou encore du capital économique au capital social. Ce déplacement révèle ainsi comment le pouvoir d'action, de cuivre et de laiton, se gagne au détriment d'un autre pouvoir d'apparat et d'or. L'anglomanie est le nom de cette anthropophagie particulière, une nature active, martiale, utilitaire et anglaise, dévorant une culture passive, vieille noblesse sans fonction ostensive et française. Un dernier élément de cette sémiotisation du conflit entre nature et culture se devine à contrario dans la pièce. Si dans le bourgeois gentilhomme, Cléonte et Dorante s'opposent, du moins dans l'esprit de Jourdain, le premier suppliant et ne recevant rien, le deuxième se débauchant et recevant tout, il n'y a pas dans l'anglomanie donc un tel conflit. Pierre Force, dans sa lecture de Molière, explique que le dramaturge appartient à une époque de notre culture où la pensée de l'échange relève non pas de l'économie, mais de la morale. Ce n'est, ajoute Force, qu'une centaine d'années après Molière, que l'économie et la morale se constituent en disciplines distinctes. Pierre Force croit ainsi que le divorce de l'économie et de la morale, qui a lieu vers la fin du XVIIIe siècle, est contenu en germe dans les comédies de Molière, et que cela engage une crise de la pensée morale qui a pour conséquence l'apparition simultanée de la science économique et d'une morale fondée sur le devoir et le désintéressement. Cette situation s'intrigue parfaitement au bourgeois gentilhomme, dans la mesure où Jourdain, quand bien même il est moqué, valorise de façon ostensible le don, le fameux désintéressement. Le don de la culture que lui prodiguent ses maîtres, celui qu'il fait à Dorante aussi pour avoir l'honneur de le fréquenter. Ce don, tout un système moral, déprécie les lois et le capital économique. C'est en fonction de cette morale du don, précisément, que Jourdain est ridicule. C'est à reconnaître l'existence de cette morale qui a pour fonction de maintenir la domination des bourgeois par la noblesse de cour que Jourdain perd en valeur. Monsieur Jourdain est dominé parce qu'il est un dominant sans le savoir. L'anglomanie unit les personnages de Dorante et de Cléonte en un seul. Le colonel, gendre de Primambourg, est Dorante, puisque chargé d'un capital social semblable à celui-ci, ce qui lui donne accès au code socioculturel nécessaire pour charmer le pouvoir. Son titre, le colonel, résume sa situation sociale, membre d'une hiérarchie militaire, dont on fait grand cas, pour paraphraser Quesnel, mais qui n'est pas une hiérarchie familiale comme l'aristocratie. C'est d'ailleurs en cela que le colonel est aussi Cléonte, dans la mesure où il n'est pas un Anglais,
comme Dorante est aristocrate, ni même, pour tout dire, le colonel n'est pas d'un rang élevé, ayant pour patronyme le très habitant Beauchamp. Nature et culture s'unissent chez le colonel, savoir et pouvoir de même. Cette union fait rimer opulence et excellence. Le savoir, par contre, n'est surtout pas le savoir ancien et lettré. Ce n'est pas un savoir aristocratique. La tradition embrassée par le colonel est oxymorique, c'est une tradition arriviste. J'aimerais maintenant démonter les rouages de cet oxymore. Pour ce faire, je vais explorer comment toute cette organisation entre le passé comme négation absolue et le présent comme devenir répété, donc ici la culture et la nature, le pouvoir et le savoir, se trouve vite resymétisés dès qu'elle rencontre le savoir lettré proprement dit, notamment avec le personnage du poète. C'est le deuxième temps de ma présentation. Donc, dès la deuxième scène, on rencontre la douairière, un maire de Primambourg, qui joue de sarcasme devant tout le thé que sa petite fille, qui, depuis qu'elle a épousé le colonel, est contrainte de boire. Tantôt avec un général, tantôt avec une baronne. Donc, encore une fois, on va le voir, la femme dans la pièce de Quesnel, c'est celle qui a raison, qui voit les choses donc dans leur absurdité. Donc la douairière dit en reproche au colonel: « Vous la ferez mourir, je crois, Dieu me pardonne, avec tout ce thé-là. Du temps de nos Français qu'on se portait si bien, en buvait-on jamais. Jamais que pour remède ou bien pour la migraine. Mais avec vos Anglais, la mode est qu'on le prenne soir et matin, sans goût et sans nécessité. Aussi ne voit-on plus que des visages blêmes, des mauvais estomacs, des faces de carême. Au lieu du teint vermeil de notre temps passé, voilà ce que produit cet usage insensé. » Cette scène voit surgir un déplacement par l'opposition que je voulais plutôt bien ranger. Si la culture était française, passive, ancienne, ostensive, la nature était anglaise, active, présente et utilitaire. Le thé nuance le portrait en ce que, rappelle la douairière, il est sans nécessité, usage insensé, véritable coutume, trait de culture qui fragilise la nature. Ainsi, les visages blêmes en regard du teint vermeil. On voit bien que c'est pas au profit de la nature, d'une bonne nature, que le thé se boit. Cette nuance se veut une prudence, parce qu'à force de suivre une intuition de Bellows sur l'opposition entre nature et culture, je risque fort de la trouver. Les choses s'avèrent un peu plus compliquées. Dans une scène importante de la pièce de Quesnel, un poète apparaît, donc au nom emblématique, il s'appelle François. Et bon, dans la graphie que j'ai pas reproduite ici, mais dans la graphie qu'utilise Quesnel, c'est O-I-S qui fait encore le « et » et pas A-I-S. Donc François veut dire encore tout à fait français. Donc, il s'appelle François, et ce qui est d'ailleurs donc le pseudonyme dont Quesnel signait la plupart de ses poèmes de circonstance. Ainsi, le poète lancera au colonel avec Morgue, dans la scène où le poète apparaît, il dit: ma foi, la poésie est un talent qu'ici personne n'apprécie. Je suis si dégoûté de tout le Canada que j'irais pour un rien rimer au Kamtchatka. Donc, encore une fois, on reconnaît un peu les thèmes chers à Quesnel. Cette déception se justifie par le fait que le poète croit suivre toutes les leçons des muses, et surtout celles des muses de la politique, les muses donc qui guident la poésie vers la politique. Qu'ai-je jamais reçu pour prix de mes chansons? Combien pour célébrer du français les défaites? Mes vers ont-ils de fois embelli les gazettes? Combien de loyauté faisant profession n'ont-ils pas exalté les succès d'Albion? Donc vraiment, on voit que la poésie de Quesnel se veut servile, alors qu'il décrit ici aussi très exactement la position de Louis Généreux Labadie, auquel il avait consacré une épître sarcastique, puisque Louis Généreux Labadie, en effet, à l'instar donc du poète François, est on appellerait ici aujourd'hui un poète collabo, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans la collaboration. Il montre à quel point les Français sont frustres et les Anglais sont supérieurs. Comment est-ce que on est vraiment donc dans ce ton. Dans la scène suivante, le poète, ayant levé les pieds, Primambourg s'étonne de l'affabilité du colonel en regard de ce désagréable personnage. Legendre justifie le fait qu'il était gentil avec le poète en parlant ainsi. Il dit de cet homme, donc de ce poète, de cet homme entre nous, je ne fais pas grand cas, c'est un assez bon diable, ancienne connaissance, de ces gens en un mot qu'on voit par bienséance, qu'on reçoit poliment à quelque instant perdu, mais qu'il vaut mieux flatter que d'en être mordu. Donc, de façon attendue, se distribue dans ces extraits l'utile et l'inutile, bienséance, poliment, perdu, mais même connaissance dans une autre mesure, s'accroche à la valeur conventionnée de la poésie, alors que le dernier vers en suppose une utilité qui est politique, flattée plutôt qu'être mordue. De même, François installe sa poésie sur une utilité politique, sa poésie est transitive. Vous voyez, quand il parle, il célèbre,
il fait profession d'eux, il l'exalte. Cette organisation montre bien comment la poésie traitée dans l'anglomanie est à la fois mue par un savoir-dire, les leçons des muses, les usages de l'art, et un vouloir-dire, un usage social, et ici nommément militaire de l'art poétique. Avec un demi-siècle d'avance sur Octave Crémazie, nous rencontrons la même figure du mauvais poète d'utilité publique, dont les hôtes de célébration, disons le drapeau de Carillon, laissent place à une plainte sur le peu d'intérêt qu'on accorde aux poètes. C'est la société d'épiciers qui ne veut rien sacrifier à la beauté de l'art. On connaît les doléances de Crémazie. Ainsi, on pourrait partiellement conclure que le pouvoir ignorant, la nature du colonel, et le savoir ignoré, la culture du poète, restent néanmoins en équilibre, bien qu'en un équilibre délicat. Le colonel flatte le poète pour qu'il ne nuise pas à son pouvoir. Le poète flatte de son savoir le pouvoir des militaires pour qu'on considère sa pertinence. Je propose maintenant de regarder avec plus d'attention toute la scène où apparaît le poète. Dès son arrivée, donc, Primambourg lui cherche querelle. On va apprendre plus tard que c'est parce que Primambourg se sent diffamé par un poème que le poète avait publié plus tôt. Dans cette scène, loin de lui donner une autorité sociale, comme M. Jourdain en accorde une au maître de philosophie, Primambourg refuse toute autorité sur le discours et même sur le discours lettré au poète. Donc, voici le passage. Vous avez dans vos vers trahi la vérité, j'en suis très mécontent s'il faut que je le dise. La fiction toujours au poète est permise. Mieux que vous sur ce point, je sais ce qu'il en est. Lisez sur ce sujet les préceptes d'Horace. Sachez que de chevaux, je me connais en race. Voyez encore de plus ce qu'en dit Despréaux. Vous ne m'apprendrez pas ce que c'est que chevaux. Quand je parle de vers, vous pouvez bien me croire, plutôt que de mentir, il vaudrait mieux vous taire. Donc dans ce dialogue de sourds, où Horace et Boileau riment avec race et chevaux, le bourgeois se refuse à entendre les arguments du poète, dont le savoir, je sais ce qu'il en est, vous pouvez bien me croire, est refusé au nom d'un autre, je me connais en race, vous ne m'apprendrez pas. On reconnaît là l'évidence d'un conflit nature-culture, où un savoir inné, qui est lié au quotidien, aux usages communs, concurrence un savoir acquis, qui est lié à l'érudition, aux bienséances construites. D'ailleurs, si le quiproquo qui structurait le dialogue de sourds est bien vite dénoué, il ne souligne que davantage ce conflit. Ainsi, M. Primambourg livre l'objet de sa mauvaise humeur envers le poète, c'est la diffamation qui justifie la querelle. Voici l'objet. Vous souvient-il, monsieur, qu'avec malignité, dans un conte insolent par vous-même inventé, vous m'avez insulté sous le nom d'Iberville, disant qu'un certain jour, en partant pour la ville, pour me lire vos vers vous voyant accourir, je fessai mon cheval pour le faire partir. Monsieur François convient aussitôt du crime, et toute une équivoque flotte encore sur la scène. On comprend que le portrait ne flatte guère M. Primambourg, qui paraît alors rustre ou insensible à la culture et aux lettres, pour les fuir ainsi. Mais le bourgeois précise ce que ce conte blesse dans son orgueil, et je vous l'annonce, ça n'a rien à voir avec son lustre de culture. Et je puis, en dépit de vos plaisanteries, prouver que vos discours ne sont que menteries, et que depuis 6 mois, croyant l'avoir perdu, mon fouet dans l'écurie est resté suspendu. Dans la structure, une nouvelle fois, les chevaux sont placés contre la culture. Plutôt que de s'offusquer qu'on le dépeigne peu sensible à l'art, le bourgeois veut simplement rectifier les faits. Il ne peut pas avoir fouetté son cheval, il avait perdu son fouet. Le poète est un menteur. Ce dernier s'empresse donc de riposter. Rien n'était plus aisé que réparer mon crime. Il ne fallait qu'un mot, que changer une rime, et mettre que dansant, hennissant, hume en l'air, votre cheval sans fouet partit comme un éclair. Donc, le quiproquo autour d'un fouet, conflit autour d'une factualité anecdotique, résume bien la pièce de Joseph Quesnel. De même, on pourrait se demander et oser un pas supplémentaire si le fouet ne symbolise pas l'autorité même qui fait défaut dans cette comédie, en ce que tout occupé par le colonel, l'autorité paraît ineffective à terme. En effet, les conseils de cet anglomane ont pour conséquence d'empêcher la venue du gouverneur. À utiliser son ascendant sur Primambourg pour inculquer ses connaissances, il le rend ridicule aux yeux du véritable pouvoir. Encore survient le spectre du bourgeois gentilhomme et de son maître de philosophie, ou encore de son maître tailleur, dont l'habit confectionné fera s'exclamer Madame Jourdain. Mais qu'est-ce que c'est donc, mon mari, que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde de vous être fait enharnacher de la sorte? Donc, encore une fois, le maître du cheval s'offusque de son autorité sur celui-ci jusqu'à en devenir bête. C'est ici qu'une comparaison avec les anciens Canadiens pourrait s'avérer payante. Donc, ce roman de Philippe Aubert de Gaspé, qui est paru en 1863, se déroule en grande partie avant la conquête, autour de 1750.
donc en plein régime français. Dès le premier chapitre, qui prend des airs de préface, la voix octoriale de Gaspé nous informe des grands changements opérés par le régime anglais. Le collège des Jésuites, métamorphosé maintenant en caserne, présentait bien le même aspect qu'aujourd'hui. La hache et le temps, hélas, ont fait leur œuvre de destruction. Aux joyeux ébats, aux saillies spirituelles des jeunes élèves, aux pas graves des professeurs qui s'y promenaient pour se délasser d'études profondes, aux entretiens de haute philosophie ont succédé le cliquetis des armes, les propos de corps de garde souvent libres et saugrenus. Cette destruction, qui reproduit assez exactement la dépréciation du poète au profit du colonel, est répétée chez De Gaspé et comme accentuée par le passage du temps. Ainsi, comme je l'ai montré dans ma conférence il y a 2 ans, j'y reviendrai pas, mais dès les premiers chapitres, on voit se contraster 2 figures dans le roman. Celle d'abord du diptyque que forment Jules et Archer, qui surjouent leur culture, citant sans cesse des grands auteurs parlant en latin, et d'autre part, José, leur serviteur, qui parle un langage populaire, qui ne connaît rien de leur culture, mais reste néanmoins celui qui raconte les histoires et fait œuvre littéraire, nous livrant notamment le conte de la Corriveau. Le vouloir dire et le savoir dire se trouvent alors contrastés en 2 séries de personnages, en effet. Cette opposition suit l'ensemble du roman, alors que Jules révèle qu'en fait, José, donc le serviteur, a un seul véritable concurrent dans le champ littéraire du roman, si on veut. José est aussi un poète beaucoup plus estimé que mon savant-oncle, le chevalier, qui s'en pique pourtant. Ce savant-oncle dirige la milice et se trouve connoté par tous les traits martiaux qu'il se doit. Il remplace son frère également, le seigneur d'Aberville, dans sa gestion de la seigneurie. On le présente austère, cultivé, militaire, unissant a priori donc la nature et la culture. Le vouloir dire et le pouvoir dire n'eût été donc de la compétition de José qui lui soustrait le statut de poète dans le roman, puisque José vraiment c'est celui qui garde le statut de poète, même s'il ne sait pas écrire, ce qui est aussi antithétique. Toute l'autorité de l'oncle Raoul, de même, est relativisée par le fait que tout le monde le nomme dans son dos « mon oncle Raoul », censitaire comme serviteur. On le décrit ainsi. Mon oncle Raoul était l'homme lettré de la famille d'Aberville et partant assez pédant, comme presque tous les hommes qui sont en rapport journalier avec des personnes moins instruites qu'eux. Mon oncle Raoul se piquait de bien savoir le latin, dont il lâchait souvent quelques bribes à la tête des lettrés et des ignorants. Ce qui fascine chez le personnage de l'oncle Raoul, c'est bien que le savoir constitue un levier de son pouvoir. Il lâche à la tête des ignorants des traits de connaissance qui affermissent, croit-on, son pouvoir. Un passage, une petite scène donnant une idée de l'importance de mon oncle Raoul dans les occasions solennelles, c'est comme ça que la narration nous le présente, permet en fait de relativiser ce constat. J'en arrive bientôt à ma conclusion. Dans cette scène, le latin sert effectivement la stratification sociale. L'oncle Raoul assoit son autorité en regard de censitaire incapable de régler son impôt par des phrases latines. Je les ai mis parce que je ne suis pas sûr d'être capable de bien les prononcer. Nescio vos, s'écrit mon oncle Raoul en grossissant sa voix, redite quae sunt Césaris ou Césari, bref. Je suis plus José ici que l'oncle Raoul. Le censitaire opinera, hein, c'est bien beau ce que vous dites là, si beau que je ne m'y comprends rien. Que je n'y comprends rien. Cette incompréhension engagera dès lors une suite de quiproquos. Je crois qu'il parle algonquin pour m'effrayer, commente le censitaire en aparté, montrant alors le prestige qu'il ne sait accorder à la langue de la civilisation, contre la langue du sauvage. Le poète parlait d'art poétique chez Quesnel et le bourgeois parlait de chevaux. Hein, nous avions exactement la même organisation. Mais le plus fascinant s'observe dans le glissement de l'homophone coup qui survient plus loin, dont le sens se modifie au gré des échanges. Si mon oncle Raoul exige que soit payé, c'est ce qui vient d'apparaître, dommages, intérêts et loyaux coûts, le censitaire craindra aussitôt, ça doit pincer dur les royaux coûts. Et alors que ces derniers donc évoquent quelques excuses pour ne pas pouvoir payer son impôt, mon oncle Raoul le congédie gentiment, l'enjoignant de passer par la cuisine auparavant. Dis à Lisette qu'elle te donne un bon coup d'eau de vie pour te consoler. Donc de valeur à punition à récompense, le coup exprime dans sa sémitisation le statut que chez Quesnel prenait la forme du fouet. Se joue en effet dans les 2 scènes le déplacement d'une autorité de la culture, lettrée, garante du texte, des lettres, où s'inscrivent les œuvres, vers une autorité des usages, du paysage, de la masse. Dans les 2 cas, ce déplacement fragilise la pertinence sociale du savoir lettré. Donc,
Dans ce dialogue fictif de Quesnel entre Monsieur François, poète de son état, et Madame Françoise, épouse dissolue, dialogue intitulé Le dépit ridicule ou Le sonnet perdu, on retrouve la scène dont Primambourg se fuse dans l'Anglomanie. Hein. Donc, dans l'Anglomanie, on fait référence à une vraie scène d'un vrai poème quand François se fait chicaner de cette manière par M. Primambourg. Le poète se plaint encore dans ce poème que personne ne veut entendre ses poèmes. Au lit, à table ou au champ, on est toujours trop occupé. Madame Françoise, à laquelle il exprime sa plainte, loin de l'épauler, convient plutôt. Mais votre muse est-elle un si grand avantage? Que me servent vos vers, enfin, dans le ménage? Je vous vois tous les jours écrire ou bien rêver, tandis que vos enfants, il me faut élever. Pour justifier sa haine envers le village, où nul ne veut entendre ses sonnets, François le poète raconte que de bon matin, réveillé par la force d'un poème, il en rédigeait avant l'aurore, courant tout le village pour trouver un bon esprit pour l'entendre. Ce qui fera s'exclamer Madame Françoise, encore piquante. « Ah, voilà donc pourquoi longtemps avant l'aurore, vous étiez éveillé, que tout dormait encore, j'ai cru qu'un soin pressant vous attirait dehors. » Il est facile de reconnaître dans le discours de Quesnel sur la littérature cette valorisation antithétique de l'art poétique. Une sorte de vertu du carnaval, mais pour reprendre l'expression de Michel Biron, un carnaval par défaut, hein, sans immense inversion sociale, simplement un carnaval à coup d'indifférence. Ainsi, dans la première citation de Madame Françoise, on voit distinctement que écrire ou bien rêver, ce n'est pas élever. Hein? Donc, on n'est pas dans l'élévation. Au contraire, suivant la deuxième citation, vouloir faire de la poésie se confond à l'expulsion pressante d'un besoin dehors. Et tout le poème donc montre le poète avec ce besoin pressant de lire sa chose, et on lui demandera quelle bête est-ce cela qu'un sonnet. J'ai cru qu'il s'agissait de l'achat d'un cheval, lancera un personnage distingué. À la fin de ce très long poème, hein, il fait 12 pages, le poète convient de son échec. Hein, nul n'a entendu son sonnet, qu'il a d'ailleurs perdu sur son chemin. Mais il trouvera une plus heureuse stratégie. Madame Françoise lui demandera s'il compte instruire sa poésie en procès. N'allez-vous point en cours les faire comparaître et pour en obtenir des réparations, envoyer à chacun des assignations. Donc, mettre absurdement la poésie du côté de la loi, utiliser la loi et son pouvoir pour la faire connaître, voilà qui paraît absurde, mais qui est quand même ce qui a maintenu la carrière possible de Joseph Quesnel, ayant toujours eu le pouvoir de son côté. Mais M. François a une stratégie qui est beaucoup plus fine, donc, qui est la suivante. Je veux les prier à souper, puis après le repas, entre poire et fromage, leur lire tous les vers de mon dernier ouvrage, et de peur que quelqu'un n'échappe par la cour, aux serrures partout donner un double tour. Encore une fois, donc, le pouvoir de l'institution n'est présenté que pour être disqualifié au profit de la nourriture. Hein. Poire et fromage, manière de répéter pour Quesnel le simple divertissement qui constitue la poésie et l'art. Contrairement à Méplay, Jotard et Ducalvet, Quesnel ne sera jamais incarcéré par le pouvoir anglais. On ne le fait pas comparaître, plutôt on l'invite à dîner. Je doute d'avoir bien démontré dans ma présentation tout l'intérêt de l'œuvre de Quesnel. Hein, son autodérision me fascine. Il montre le caractère superflu de la littérature, notamment dans un monde comme celui de la province de Québec, mais par-delà en général, hein, dès lors que la poésie vise à être plaisante. Une citation d'André Bello me semble reprendre ce qui révèle Quesnel. Hein. La littérature est une dépense, écrit Bello, c'est-à-dire un usage redondant et superfétatoire. Elle érige l'inutilité en fonction essentielle de toute société. Georges Bataille s'est attelé dans La part maudite à définir cette dépense particulière qui structure nos sociétés. Guidé par la pensée de Marcel Mauss, Bataille nous rappelle que la dépense, comme forme improductive s'opposant à l'investissement, fonctionne selon une économie particulière. La perte doit être la plus grande possible pour que l'activité prenne son véritable sens, écrit Bataille. Nous avons là M. Jourdain et le don de sa fille. Nous avons là Primambourg et le sacrifice de sa culture qui est aussi sa fortune, l'argent et l'or en cuivre et en fonte. Nous avons là le geste de mon oncle Raoul qui abandonne l'idée de toucher un impôt, passant des loyaux coûts à prélever au coût d'alcool à donner. Ces dépenses, à chaque occurrence, s'organisent dans le matériau de la littérature, mais un peu contre celui-ci, justifiant son appartenance par un pas de côté, redoublant la dépense, pour ainsi dire. Parce que la littérature est encore plus improductive qu'ailleurs dans le Canada décrit par De Gaspé et Quesnel, elle symbolise davantage. Vers la fin de son épître à Généreux Labadie, Quesnel convient que tous deux de nos succès musiciens et poètes pouvons être contents comme chiens qu'on fouette. Ce retour du fouet est d'autant plus cinglant qu'il exprime le coût de la poésie au Canada, reprenant les trois sens ouverts par De Gaspé. La poésie est à la fois une dépense, une gifle et une folle ivresse. L'épître est néanmoins plein d'espoir. L'épître se termine comme ça.
Nos talents sont perdus pour le siècle où nous sommes, mais la postérité fournira d'autres hommes. Nos noms seront connus partout le Canada, vantés depuis Longueuil jusqu'à Yamaska. Évidemment, Quesnel a eu tort, sinon pour quelques livres d'histoire et cette rue dégarnie. Je vous remercie.